Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des développeurs. Euh, on est le 1er décembre et on n'est pas le 2. Enfin, vous êtes le 2. Moi, je suis le 1er décembre. Et oui, c'est le premier rendez-vous des développeurs enregistré pour diverses raisons, notamment à cause de toutes les conventions qu'on a eues et des déplacements. Donc je ne pourrais pas assurer le direct, c'est pour ça que c'est la première version enregistrée. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ou non cette version enregistrée dans les commentaires. Deuxième chose, deuxième nouvelle en introduction, c'est le prochain rendez-vous des développeurs. Il n'aura peut-être pas lieu en janvier et aura lieu plutôt en février avec normalement un rendez-vous spécial Python. À peu près tout pour l'introduction, donc on peut enchaîner directement sur les news. Alors, les news, qu'a-t-on de nouveau sur la communauté? Le premier lien est un lien du community, donc c'est un article où on a posé la question comment peut-on indexer du JSON sous forme de SQL. Euh, euh, donc il y a DocDB, vous connaissez certainement, et Robert Camper a proposé une solution élégante où c'est un DocDB mais fait à la main. En fait, ce qu'il propose, c'est d'indexer, de créer une propriété JSON qui va être un string et ensuite de faire des nouvelles propriétés qui vont être en fait calculées à la volée. Et il va les indexer. Donc j'ai trouvé cette méthode vraiment élégante euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de duplication de champs, c'est directement euh, tout peut être fait à la main. Donc si vous voulez utiliser du JSON pass ou n'importe quelle autre méthode pour aller indexer, vous avez de la totale liberté de créer votre propre DocDB. Donc, de projeter du JSON directement sur du SQL. Oui, cette méthode est excellente. C'est pour ça que je la cite aujourd'hui. Salut Robert, si tu nous regardes. Deuxième chose, on m'a demandé récemment, ah Guillaume, est-ce que c'est possible dans mes pipes CI/CD d'utiliser les kits du WRC? Bah, excellente question. Oui, oui, c'est possible. Et voilà différentes solutions. Donc, soit avec la commande wget, donc toujours dans le même principe. En fait, on va euh, se connecter, récupérer le cookie, et ensuite utiliser ce cookie pour aller télécharger le kit. La même version avec curl, et ceux qui aiment Windows, s'il y en a encore, vous avez la version PowerShell pour faire la même chose. Toujours le même principe, on récupère le token, et ensuite on l'utilise pour aller télécharger. Ça peut toujours être utile. Euh, je voulais vous parler de la 2021 2 qui va sortir, qui pour moi est, soyons honnêtes, je pense la première version d'Iris, clairement, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, ça va être le Python. Le Python, c'est la base. Et ensuite, ça va être aussi à propos euh, des, des librairies tiers. Cette nouvelle version d'Iris ne va plus utiliser des librairies embarquées, mais on va utiliser des librairies de l'OS. Ça vous dit pas grand-chose, mais c'est un gros changement. C'est qu'on sort du principe monolithique et qu'on commence à intégrer des plugins tiers. En plus de ça, on va avoir aussi une nouvelle syntaxe en SQL qui s'appelle load data. Donc load data, l'idée, c'est en SQL, donc sans objet script, c'est de charger des données à partir soit d'un fichier, soit d'une connexion JDBC vers une table dans Iris. Donc on peut regarder un petit peu la syntaxe. Un exemple, voilà, ça ressemble à ça un exemple. En plus, on a une clause using avec plein d'options en JSON qui sont documentées un petit peu plus bas. C'est mieux qu'un exemple. C'est parti. Donc,
on va faire un exemple. Ici, hop, on va ouvrir un portail. Donc si je vais dans le SQL, là, j'ai une table Titanic, table Passenger. Si jamais je veux charger à partir d'un SQL, je fais load data from file, je définis mon fichier, into, la table, using, j'ai un header dans mon CSV. Du coup, il va skipper la première ligne et prendre toutes les autres lignes. Voilà, ça a chargé des nouvelles lignes et ça les a ajoutées à la table. Vraiment, je trouve cette commande très élégante et très utile. Et j'aime bien le principe 100% SQL. Vraiment top. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous ai parlé en intro aussi des salons. Ce mois-ci, en fait, rien que le mois de novembre, on a fait 4 salons différents. Donc, le premier salon, c'est celui-là, c'est Santexpo. Donc, Santexpo, salon orienté santé, plutôt enfin, de la santé euh, hospitalière. Euh, Super salon, beaucoup de visiteurs, je crois que c'est 10 000 visiteurs au total, 200 intervenants. Passionnant, on a beaucoup parlé de Fire, de Cloud, d'offres SaaS, etc. Top, topissime. Euh, Autre salon qui lui n'était pas sur la santé, le Supply Chain Event. On était présent aussi au Supply Chain Event avec nos partenaires de SNext, non, notamment. SNext qui est une entreprise qui aide à la gestion de stock avec de l'IA basée sur les technologies intersystèmes. Ensuite, on est allé aussi, cette fois-ci en tant que visiteur, à AI4Health. Rendez-vous sur la santé et l'IA. Euh, Plus petit salon, hein. Là, il y avait une quinzaine d'exposants, mais nous, on était en tant que visiteurs pour aller voir des partenaires ou des clients. Euh, Salon aussi assez intéressant. Moi, ce que j'ai préféré, mon salon, honnêtement, c'était Station F. Magnifique. L'endroit est magnifique. L'incubateur de start-up de Xavier Nel, somptueux. Et pour finir, mon chouchou, c'est les Meetup Fire, donc organisés par Julie Dumont. Euh, c'est des meet-up qui regroupent toutes les personnes portées sur le Fire. Donc, pour rappel, le Fire, c'est un protocole de communication et de stockage en santé. Et c'est toute la communauté France qui se retrouve à travers le Fire. Excusez pour vous, gardez-le. Peut-être qu'on organisera le Fire Meetup 11. Croisez les doigts. On vous tiendra au courant. Euh, L'événement 10 aura lieu en janvier. Si vous êtes intéressé de près ou de loin au Fire, venez-y, c'est gratuit, c'est online ou c'est sur place à Paris. Venez-y, c'est bon enfant. Je serais ravi d'échanger face à face avec vous. On retourne, euh, il reste deux news. Donc l'avant-dernière news, c'est l'Avent Code. Donc l'Avent Code, en fait, c'est le calendrier de l'Avent pour les geeks. Donc les enfants ont leur chocolat et les développeurs ont leur code. Et donc tous les jours, il y a un petit challenge technique euh, sous forme d'algorithmie et qui peut être implémenté dans n'importe quel langage. Donc vous avez le petit challenge à remplir et si vous vous connectez lors de votre soumission, vous mettez ce code en objet script. En fait, vous allez participer au concours de la vente code, mais en objet script. Et vous pouvez gagner des sous. C'est pour Noël. Donc je vous invite à y participer. C'est un challenge très intéressant. C'est très bon pour une neurone. Très bon. Dernière news, le, le contest. Donc ce mois-ci, le contest était sur la sécurité, comment on peut utiliser la sécurité ou créer des exemples de sécurité sur nos solutions. En fait, ça a été, on ne sait pas du tout si ça allait fonctionner. Ça a été un carton plein. C'est vraiment super, euh, super contest avec beaucoup de submissions, des choses simples et efficaces. Mes préférés, c'est la data anonymization, donc une classe helper en ObjectScript
permet d'anonymiser de la data, euh, de, du, euh, un exemple de SSO, quoi d'autre? Des outils pour déployer du code en obfusqué. euh, Vraiment, celui-là aussi. Tester la sécurité de vos API REST. Génial, génial. Donc, vraiment, super contest. Allez y faire un tour. Il y a des petits modules très, très, très sympas. C'est tout pour les news. On va essayer de faire un rendez-vous des développeurs court. Donc, on enchaîne tout de suite sur le saviez-vous. Alors, le saviez-vous? Deux choses aujourd'hui sur le saviez-vous. On va commencer par une petite astuce. J'ai trouvé ça utile. Euh, donc, on va se créer une classe. Voilà, test, classe. Voilà. On va se créer une classe persistante. Hop, et on va y ajouter une propriété. Jusque-là, rien d'exceptionnel. En fait, l'idée, c'est que souvent les strings pour intersystème sont limités à 50 caractères. Donc, si on veut étendre, d'habitude, un maxlen égale code. Et là, on a étendu, on n'est plus limité à 50 caractères, on est limité à 3 millions de caractères ou quelque chose comme ça. Euh, c'est bien de mettre le maxlen comme ça. J'ai une petite astuce. Vous pouvez utiliser parstring. Parstring, c'est string sans limite de caractères. C'est génial. Et peut-être je ferai un rendez-vous des développeurs. Comment ça fonctionne? Comme tout est objet dans Iris, en fait, ça étend string pour créer varstring, qui justement place le paramétreur maxlen à infini, à illimité. Donc, on parlera des extensions un jour des propriétés primaires. Et retenez, parstring, c'est maxlen à code. Simple. Deuxième exemple, je voulais vous montrer, c'est le, la limite mémoire des processus. Donc, la limite mémoire des processus, ça fonctionne comme ça. En fait, là, je suis sur mon instance Iris et ici, mes processus ne pourront pas dépasser 147 mégas. Et pourquoi pas, c'est bien, ça évite de tout faire péter. Si un processus atteint 147 mégas, il s'arrête, très bien. Mais il peut arriver de se dire, moi j'ai des processus un peu plus lourds, je veux que la plupart de mes processus soient limités à 150 mégas, là, par exemple, mais j'ai des processus batch qui doivent monter en mémoire des JSON. C'est rien, le JSON il fait 300 mégas. Donc je ne veux pas être limité aux 147 mégas, mais pour un processus, pas tous les processus. Donc l'idée est la suivante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Z-Storage. C'est une variable spéciale, Z-Storage, qui permet de définir dans le processus courant quelle est sa taille maximale de mémoire possible. Et ben, un petit truc, c'est comment le faire dans un business object. Un business object, on va utiliser la méthode onInit, c'est-à-dire quand le business process va se charger, il va exécuter onInit. Sur le onInit, on va spécifier le zStorage à ce que l'on souhaite. Donc, exemple, je vais créer une opération, une classe opération, voilà. Ici, sur cette classe opération, je vais invoquer le callback onInit, init, et ici, je vais faire un set de la head storage est égal à, donc je sais que je vais avoir un batch et ça va prendre beaucoup de place. Je vais avoir besoin de plus de ressources mémoire. Je vais mettre par exemple -1 pour utiliser
toute la ressource mémoire possible. Voilà, petite astuce. Uninit plus zstorage égale personnaliser la mémoire maximale d'un processus. Donc résumé de ce le saviez-vous, deux choses, le varstring pour faire des strings avec un maximum de caractères, plus que 50, et le zstorage pour personnaliser la mémoire maximale pour un processus donné. On enchaîne tout de suite sur le dossier. Alors, le dossier aujourd'hui, je pense que vous voyez là sur mon écran, on va parler de Python. J'ai envie de vous faire une introduction au Python. Ça doit sortir pour Noël. J'espère qu'on aura tout le sapin embedded Python. Et j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche pour fêter l'année. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi? Comment interagit Python avec Iris? En fait, voilà, on a Python et Iris, c'est une histoire d'amour. Je vais vous l'expliquer. Ici, nous avons embedded Python. En fait, la promesse d'embedded Python, c'est d'exécuter le Python sur Iris. Pour ça, on aura deux possibilités, soit avec le tag language Python, soit avec l'interpréteur Iris Python. Une autre possibilité qui est déjà disponible, c'est du native Python, c'est-à-dire qu'on va prendre du Python qui s'exécute pas sur Iris, à l'extérieur, et pour communiquer Iris vers Python, on utilise les gateways, pour communiquer Python vers Iris, on utilise les native API. On va commencer avec une démonstration de Python en natif, c'est-à-dire Iris vers Python. C'est parti. Iris vers Python. J'y vais, je suis sur le gateway, c'est ici. Donc là, j'ai une démo. Vous avez vu, c'est que de l'objet script. Je vais invoquer la gateway. J'ai cette commande. Ça va me créer une gateway. Pour la gateway, je vais lui ajouter ma classe Python. C'est celle-ci. Cette classe Python, c'est une classe Python qui, quand elle s'instancie, elle va avoir une street, une city, un state et un code postal. Je le charge dans la gateway et après, je peux créer un objet à partir de mon objet Python de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Hop, on exécute. Voilà. Script égale one memorial drive. Vous ne croyez pas, hein, on va mettre city. Hop, on exécute. Voilà, un bridge. Donc là, on vient de voir une méthode pour appeler du code Python à partir d'Iris. Maintenant, on va voir comment code Python peut appeler Iris. C'est cette partie-là, Native API. Donc, Native API, hop, je vous ai préparé aussi une petite démo, mais ici. Donc, j'importe la librairie, le module Iris Native, je crée ma connexion vers Iris, et ensuite, je peux avoir un objet Iris. Dans cet objet Iris, je peux invoquer cet objet dans Iris. Donc là, je vais utiliser ma table de Titanic qui va ouvrir l'ID 2674. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer son prénom. Donc là, c'est pour utiliser des méthodes. Je peux aussi jouer avec des globales. Donc, je l'exécute. Vous voyez ici, je l'ai exécuté avec un interpréteur Python classique. Et j'ai bien le nom de mon passager et le hello qui a été récupéré à partir de ma globale. Là, on vient de voir cette partie, c'est-à-dire Python et Iris. Rien n'empêche, typiquement, de créer des codes Python qui sont invoqués à travers la gateway, qui la gateway utilise du native et qui retourne vers Iris. Donc la boucle est bouclée.
comme ça. Il y a une autre solution. Ça, c'est la solution qui va arriver en 2021-2. C'est Embedded Python. L'idée, c'est que le code Python va être exécuté au niveau de la base de données, soit avec l'interpréteur Iris Python, soit avec le tag language Python. On va commencer par l'interpréteur Iris Python. Donc, on va dans la démo Embedded, ici. Là, j'ai une porte Iris. Donc, je vais charger le module Iris. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser la classe. Pour charger le module Iris, je ne vais pas utiliser user-bin Python 3. Je vais utiliser l'interpréteur spécial Python. Donc, slash user-bin, pas du tout. Iris 6 bin h iris. Bon, vous voyez, c'est un shell Python, hein, tout ce qui est le plus classique. Et je vais exécuter cette démo. Donc c'est embedded démo. Et hop, en fait, j'ai chargé. La grosse différence, c'est qu'ici, par rapport au Native API, si on regarde le Native API, j'utilise des wrappers. Alors que là, dans le embedded, j'ai pas de wrapper, j'utilise directement les méthodes. Ça, là, ça devient un objet Python. Je peux utiliser Dict pour dire quelles sont les propriétés à l'intérieur de mon objet Python. Ça, c'est embedded Python, directement à partir de l'interpréteur. On est sur un exemple simple, mais on peut aller sur beaucoup plus compliqué. Typiquement, ici, j'ai un exemple Flask, un code Flask, ici, hop, avec des routes, les API, etc. Et je peux faire, hop, Iris, est-ce qu'elle exécute? Et j'utilise toutes les méthodes en interne. On remarque que je n'ai pas %OpenID, j'ai underscore OpenID. Même chose pour toutes les méthodes. Voilà, je liste tout ça. Exemple, si on va l'exécuter, cette API. Voilà, c'est rapide, c'est super simple. J'ai fait une API Flask en Python utilisant directement la base de données Iris, aussi bien en SQL ou avec les méthodes déjà présentes dans la base. Là, je viens de vous montrer deux exemples sur cette partie. Maintenant, on va voir cette partie. Je tourne ici. J'utilise le tag, donc dans un objet, dans une classe, objet script, je peux utiliser le tag language Python. Ce qui fait que tout votre code déjà existant, vous pourrez le compléter avec du Python. Exemple ici, un hello world, hein, je print le nom. Donc on va prendre, hop, des ou des hop, hello, rendez-vous des devs. Simple. On va aller dans un petit peu plus complexe. Même chose, j'ai du code. Je fais un import de regex. Et là, j'ai petite fonction Python qui va comparer une chaîne de caractères avec une expression régulière et dire est-ce que j'ai trouvé dans ma chaîne de caractères la correspondance par rapport à mon expression régulière. Ça, c'est fait en Python. Super. J'ai la même chose en objet script pur. Vous avez vu, il n'y a pas le tag, et ça, c'est de l'objet script. J'utilise module regex. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais demander à Python, un autre bout de code Python, d'aller invoquer mon compare que j'ai créé ici en Python. Ok. Allez, c'est parti. Je me mets dans un shell Iris. Iris. Voilà. Donc, je fais set mode classe. Set classe. Donc, du coup,
je vais invoquer démo Python to Python. C'est-à-dire, dans un wrapper ObjectScript, je vais invoquer du Python qui lui-même va appeler du Python. Démo, point. Là, je viens d'invoquer un code Python qui est allé invoquer un autre code Python. Vous allez me dire, Guillaume, est-il possible que le code Python invoque de l'ObjectScript? Sûr, monsieur. Regarde. Là, je fais self, toujours pareil, et j'invoque du code ObjectScript. Non de méthode. Hein. C'est hyper naturel, en fait. C'est hyper naturel. Donc, Python to ObjectScript. Paf, ça fonctionne aussi. Et maintenant, est-ce que de l'ObjectScript peut invoquer du Python? Bien sûr. ObjectScript invoque Python. Donc là, j'ai du code ObjectScript qui va me faire this compare. ObjectScript this, c'est point point, ou self, si vous voulez. Là, hop, cette démo. Et voilà. Super, non? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? On peut avoir un truc encore plus sexy. Et je vous ai préparé des notebooks embedded Python. Donc avant de passer aux notebooks, là ils sont là, les notebooks. On va faire un petit rappel. Là on vient de voir l'exécution. Iris Python, ça marche aussi dans la base de données. Hein. J'utilise 100% du code Python. Et ça s'exécute aussi ici. Là, c'est le tag. Je vous ai montré comment ObjectScript et Python marchent main dans la main. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Et on termine par les notebooks et les kernels. Petit kernel ObjectScript. En fait, là, j'ai un kernel. Là, hop, 3 kernels différents. ObjectScript, Iris Python, Python. On commence par l'ObjectScript. Je vais invoquer du code ObjectScript. Et le Word. Cool. Même mieux. Là, j'ai de l'ObjectScript et je peux importer des objets Python. Hop, c'est bien, non? Mieux, on va aller sur un autre notebook. Hop, on va aller sur celui-ci. Donc en native, c'est exactement la démo que je vous ai fait tout à l'heure. Là, je suis sur un notebook avec un Python, tout ce qui est plus standard, qui peut être dans votre V1 ou n'importe où. J'importe le native, je me connecte à la base et je fetch mes passengers. Donc lui, il n'a pas trouvé, il n'a pas de 2. Ok, commence ici. Voilà, simple. Alors là, je suis en native. Hein. Donc, vous voyez, j'utilise des wrappers, etc. J'utilise toujours le pourcent. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un notebook Iris Python? Là, j'ai mon kernel Iris Python. Je suis en Python. Et je peux utiliser mes classes Iris, OpenID, etc. Je peux faire des requêtes, et ainsi de suite. Et je peux aller modifier mes propriétés. Tout devient transparent, les uns avec les autres. Bon, à peu près tout. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. Et j'espère qu'on aura tous ceci sous le sapin d'ici le 24 décembre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Ciao, ciao.